Il joue à besoin en papa au tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typo l'on tête tout toujours pas repayer tout les station pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre émission préférée. Oui, il y a des gens qui doutent, mais moi je doute jamais. Donc, bienvenue dans l'émission Papa Géniche. Ouh là là, Papa Géniche, j'espère que vous allez bien. Ben, c'est un plaisir. Bon, aujourd'hui, il n'y aura pas Jonathan, mais il est là par la pensée, il est là dans l'exercice, il est là tout le temps en fait. Même quand je ne l'entends pas, je l'entends. Donc, une big dédicace à lui. Aujourd'hui, on va parler du design social et j'ai deux invités. Il y en a un que j'ai invité en tant qu'animateur, mais on va en faire un invité. Il n'a pas encore compris ça. Ulrich, comment vas-tu? Bonsoir. Tranquille? On est là, posé. Posé? Oui, comme d'habitude. Ok. Tu sais que tu es un invité ce soir? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Enfin, je ne sais pas trop, en fait, à quoi m'attendre avec toi. Voilà, on squatte, on reste qui est. Bonsoir, madame. À qui avons-nous l'honneur? Bonsoir, Joanne Léonin, je suis designer social. Designer social. Exactement. Je vous laisse quelques minutes. Hein. Stylo, feuille de papier, allez chercher dans les Google, c'est quoi designer social. Parfait, voilà, pas très simple. Donc, designer social, eh bien justement, c'est la thématique. Excuse-moi, je suis allé trop vite. Comment vas-tu? Très bien, merci. Merci à vous d'avoir répondu présent. Merci à vous de m'avoir invité. Je pense qu'on va apprendre ce soir parce que, comme je disais, en tout cas, moi, je vais apprendre parce que je ne connaissais pas. En plus, je ne savais pas que c'était un métier. Donc, on va avancer. Comment tu te sens? Bien accueilli, pas mal. C'est vrai qu'il manque les petits chocolats de Pâques, mais bon, on va passer dessus. D'accord. Pourquoi tu les as pas emmenés? Ah non, je suis invitée. Après, je viens avec mes connaissances. J'essaie de me rattraper comme je peux. Je viens avec mes connaissances. Ce sont des chocolats. Non, c'est toi qui nous invites, Olivier. C'est même pas la peine d'essayer. Donc, moi, quand j'invite les autres caïmans, ils ne vont pas amener en bagaille. Non. C'est eux qui apprennent moi ça. Si nous avons venu, pour mener en bagaille. C'est pas eux qui apprennent moi ça? Ouais, c'est vrai. Quelle histoire, hein? Yo, m'en collé yo. Donc, non, en tout cas, ça va être une très très bonne émission. Une petite parenthèse. Il y a eu un événement qui a redonné sourire à beaucoup de personnes. Ulrich, est-ce que tu peux nous en parler? Donc, c'est les 7 dossianistes qui ont été relaxés par rapport à ceux qu'on leur reprochait judiciairement. Donc, ça, c'est une grande victoire, effectivement, pour le militantisme, même pour la Martinique tout court, parce que ça prouve, effectivement, que les militants sont ciblés et sont parfois, en fait, poursuivis à tort. On leur reprochait quoi, sans indiscrétion? Des dégradations, des injures sur personnes qui ont l'autorité publique, etc., plus... effectivement les différents commerces autour qui avaient subi des dommages. Okay. Et en fait, voilà, ils ont été relaxés par rapport à toutes ces accusations. Donc c'est vraiment une victoire pour à la fois les militants, mais comme je disais, on ne l'exclut pas les militants de la société. Donc c'est aussi une victoire pour la Martinique. Donc est-ce qu'on peut dire que la justice, il y a un peu de justice en Martinique? On va dire un peu, on va pas aller trop loin non plus, parce que on sait déjà, en plus, justement, les 7 dossianistes, ce sont des militants qui se sont positionnés par rapport au scandale du chlordécone. Donc, voilà, il y a quand même des victoires, il faut les signaler, justement, parce qu'on a tendance à croire que les militants subissent en fait des défaites tout le temps. Il y a aussi des victoires, il faut les signaler, il faut les célébrer, pour montrer effectivement qu'on est là et que nous payons l'Algérien à sous... une pensée pour les avocats certains avocats qui répondent présents, qui comprennent un peu certaines luttes et qui, justement, prennent position eux aussi. Et grâce à cette synergie, on va dire, on arrive à un petit peu de victoire. Ça fait du bien. Les avocats, et aussi, il faut aussi signaler le 4-13, en fait. Okay. Le KJ13V, en tout cas le 4-13, qui, depuis en fait, ce projet-là, depuis le 13 janvier, se mobilise justement avec les avocats. Quelle année? 2020. Il faut le signaler. Comme on est en 2023, c'est pour dire que le combat a été long. Donc le combat a été long et le 4 justement n'a jamais lâché, continue les actions, continue de se faire justement opprimés par le système. Donc il faut aussi saluer justement leurs actions et leurs combats où ils n'ont jamais lâché. On les salue en grand, félicitations. Moi, j'appelle ça une victoire du peuple. Après, chacun verra midi à sa porte. OK? On rentre dans la thématique tranquillement. Donc, le design social, pardon. Est-ce que vous êtes allé chercher? Mademoiselle, qu'est-ce qu'un designer social? Alors, un designer social fait du design social. Jusque-là, ça va. Est-ce que ça vous aide? Jusque-là, c'est bon. OK. Donc, pour la petite présentation du design social, donc on a la partie design. C'est de la conception de projet, c'est une méthodologie.
donc qui vise à prendre en compte une problématique en fonction d'un groupe de personnes, d'une communauté, d'une population. Et ensuite, de travailler, de proposer une méthode innovante pour arriver à des solutions adaptées à la problématique avec les personnes. Justement, le fait d'impliquer la population, les individus qui sont touchés par cette problématique, c'est la partie sociale du design social. Okay, donc c'est conception de projet avec et pour les personnes. Donc c'est le design au service de l'humain. Exactement, au service de la société. Ok, d'accord. Donc est-ce que c'est un peu repenser, enfin, est-ce que c'est repenser la société? Oui, c'est ça. C'est peut-être repenser ou actualiser notre façon de penser de la société. C'est trouver des moyens plus actuels qui correspondent à notre quotidien, à notre évolution naturelle pour apporter des solutions adéquates en tous les cas. Donc ça touche différents domaines, c'est-à-dire famille, politique, école, éducation. Exactement, ça peut toucher aussi le médical, ça touche l'éducation, ça touche vraiment différents sujets et thématiques. Ça dépend vraiment de l'intervenant en tant que designer social, quelle branche l'intéresse un peu plus et dans lequel il est plus à même de proposer son accompagnement. En tant que designer social, on n'est vraiment pas là pour donner des clés ou dire bon ben voilà c'est comme ça qu'il faut faire. Au contraire, on accompagne les personnes pour qu'ils puissent trouver d'eux-mêmes des solutions. Louis, tu connaissais ce métier? Jusqu'à il y a 6-7 mois, non. Pas du tout. Je pensais d'ailleurs que c'était quelque chose qui était lié au design, en fait. Ah, t'as fait mettre moins, en fait. Ah oui, bon. On est parti dans le mauvais sens. Évidemment. Donc, non, pas du tout. Et justement, j'ai appris l'existence de ce domaine-là, justement, grâce à Joanne. Et ensuite, en ayant participé moi-même à un de ses ateliers. Donc, non, c'était totalement étranger. À mon existence. Donc tu fais des ateliers, je fais le lien tout de suite. Exactement, oui. Alors là, j'ai une grosse thématique qui m'intéresse beaucoup, c'est l'orientation professionnelle. Et, comment aider les jeunes en Martinique précisément à être mieux orientés professionnellement. Donc ça veut dire soit une fois qu'ils sont dans le domaine professionnel, soit un petit peu avant lorsqu'ils sont dans le parcours scolaire et étudiant, à savoir comment mieux les accompagner dans cette création de projets d'avenir. Et pour cela, je propose donc des ateliers que nous on appelle des ateliers de co-conception, donc de conception ensemble, dans le cadre où ils sont invités à soulever des problématiques. Ils sont investis dans leur propre projet, quoi. Qu'est-ce qui limite justement la création d'un projet professionnel ambitieux en Martinique? Ok, donc si je comprends bien, le design social, c'est quelque chose de neuf. C'est une branche, un métier qui est nouveau. Très officiellement, il y a un master qui est consacré, qui a fêté il y a quelques années ses 10 ans. Donc c'est un métier qui est très très récent et qui est encore en train de faire ses preuves et d'évoluer en même temps que la société. En Martinique, tu es la seule? Alors, je ne dirais pas que je suis la seule. Vous n'êtes pas nombreux? On n'est pas nombreux. À ma connaissance, il y a une personne qui travaille en collectivité. Donc, dans ce cadre-là, elle prend la casquette de designer de service. Mais en tant que designer social, si on est deux, c'est beaucoup. Après, j'aimerais bien faire connaissance avec d'autres designers sociaux ici en Martinique, mais je n'en connais pas pour l'instant. D'accord. Ulrich, comment tu perçois le design social? Ce que je retiens surtout, c'est chercher un accompagnement avec les personnes et que le fait que c'est une co-construction. Et ça, je pense en fait que c'est important parce que selon mon analyse et mon avis, on se calque beaucoup on est beaucoup dans l'expertise. C'est-à-dire qu'on donne justement du crédit à des gens qui ont une certaine expertise. Et du coup, on attend qu'à travers cette expertise-là, qu'ils nous donnent des solutions toutes faites. Parce qu'effectivement, c'est plus simple. Et du coup, en fait, on a des problèmes. On aimerait effectivement que les choses se fassent assez simplement pour pouvoir les solutionner. L'intérêt, justement, que ce soit fait en co-construction, c'est aussi que les personnes puissent trouver par eux-mêmes leurs solutions. Parce qu'il n'y a qu'eux qui se connaissent, en fait. Donc, effectivement, ils peuvent avoir des éléments extérieurs qui peuvent être donnés par la famille ou autre chose, puisque il y a aussi une facette de notre personnalité où on est en société, on est différent de qu'on est seul en fait avec soi-même. Donc, on peut toujours avoir ces retours-là, mais c'est vraiment
important justement de pouvoir trouver ces solutions seuls parce que c'est pérenne en fait. Parce que étant donné qu'on se connaît, qu'on sait comment on réagit, comment on peut interagir justement avec les autres, ça veut dire que si on la trouve par ses propres moyens, avec un accompagnement, ben forcément en fait, ça va durer beaucoup plus longtemps que quelqu'un qui va donner une solution qui ne sera pas forcément adaptée à qui on est et comment on fonctionne. Ok. Est-ce que, alors selon vous, enfin, je vais commencer par Johan, mais c'est quand même, tu es quand même concerné. Selon vous, l'humain passe après quoi dans notre société martiniquaise, là, actuellement? Ah ouais, bienvenue. Hein? Bienvenue. L'humain en tant qu'individualité martiniquaise, donc je précise bien, l'humain martiniquais passe après beaucoup de résultats. De chiffres, de statistiques, de comment on pourrait correspondre aux attentes, notamment liées à l'Hexagone. Donc, il passe après beaucoup de choses. Quoi, précisément, je ne pourrais pas vous dire, mais je suppose, vu ce qui en ressort de mes ateliers, que ce n'est pas une priorité. Ni lui, ni son bien-être, ni son avenir, forcément. Parce que moi, je pose cette question parce que je vais prendre ton avis, hein, Ulrich, mais je pose cette question parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2023, on doit plus répondre à des chiffres qu'à l'humain. On écoute plus les chiffres que l'humain. Pourtant, les deux sont censés être liés, mais malheureusement, j'ai l'impression que le chiffre est beaucoup plus important que l'humain. Tu en penses quoi? Oui, forcément, je rejoins. Surtout la recherche de la performance. La performance qui va nourrir justement un enrichissement matériel. Plutôt que, au contraire, justement, d'un enrichissement qui serait immatériel, justement, qui serait lié à un bonheur ou le fait d'être heureux ou à la santé, etc. Donc, effectivement, on se rend compte que, notamment au niveau des politiques, ceux qui prennent les décisions politiques s'appuient beaucoup sur les chiffres et sur les indicateurs en fait, qu'ils ont créés pour pouvoir nourrir justement ce système et le fait d'avoir des profits matériels. On a fait, effectivement, il y a pas longtemps, un conseil municipal à la mairie des Trois-Îlets. On était venu parler d'écologie pendant 1h30. Et, ce sont des chiffres qui ont été présentés. Donc moi, je gère bien ma commune parce que j'ai tel taux de crédit, voilà, de crédit, etc. Alors que justement, on est dans une commune. C'est une commune. Donc ça veut dire communion, collectif. Ça veut dire collectif, ça veut dire... Et ce sont des êtres humains. Donc à partir de là, je considère effectivement que l'humain, que ce soit en Martinique, mais même à l'échelle mondiale, en tout cas avec la mondialisation et la globalisation, l'humain est au service du profit, du capitalisme, du néolibéralisme, concrètement. Je pensais que vous alliez dire l'humain est au service de l'humain. Non? On peut dire ça? On rêverait de ça, oui. Mais non. Ce serait beaucoup mieux. L'idée du design social, c'est de créer des groupes qui se complètent, justement, qui malgré différentes compétences ou différents talents, pourraient justement se lier et faire améliorer la société. Donc oui, l'humain permettrait à un autre humain de... Parle un tout petit peu plus fort. Les humains permettraient de faire évoluer le quotidien, mais non, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Okay. J'aurais même rajouté l'humain au service de l'humain ou l'humain au service du cosmos, de l'univers, de la nature, et l'humain compris en fait. Parce qu'il faut faire aussi attention à ce qu'on ne rentre pas dans le jeu où l'humain sert l'humain, donc tout est centré autour de l'homme, et que finalement justement tout ce qui nous entoure et qui rentre dans la diversité de la nature, en fait on le nie ou on considère qu'il faut le manger, parce que c'est bon, c'est bon au goût, ou qu'il faut l'exploiter. Tout est mesuré en fait. Enfin, tout doit être mesuré. Exactement, oui. Ok. Historiquement parlant, le territoire Martinique dépend-il que d'un seul type de design social? Alors, c'est-à-dire la question? Alors, historiquement parlant, on dépend un peu de l'idéologie Made in France. Mm-hmm. Donc, moi, j'estime en tout cas, la Martinique a grandi à travers que cette vision-là, qu'à travers deux yeux Made in France. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, tu estimes que c'est toujours le cas ou tu sens que ta population commence à prendre en considération sa personne avant ce qu'elle a déjà ingurgité, si je peux dire ça comme ça? Alors, je trouve qu'on est vraiment dans un créneau intéressant en termes d'histoire. On a vraiment une forme de conscience où on se rend compte qu'on peut faire des choses pour nous-mêmes et qu'on n'est pas obligé d'attendre sur quelque chose qui nous vient d'ailleurs, que ce soit de la France, que ce soit de l'Europe, que ce soit des pays un peu plus... L'extérieur, quoi. Voilà.
On est dans une dynamique beaucoup plus intéressante qui cherche à innover et innover tout en restant ancré dans la Caraïbe avec la culture et tout ce qu'on connaît en fait. Et ça se voit dans différentes thématiques, ça se voit dans la scolarité, ça se voit dans les moments culturels, ça se voit vraiment dans énormément de choses, que ce soit des thématiques ou dans la façon de faire en fait, tout simplement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple la scolarité? Alors, scolarité, on a des professeurs qui essayent beaucoup plus d'adapter leur pédagogie en fonction des problématiques que les jeunes soulèvent. Donc, c'est des problématiques qui sont vraiment liées à la Martinique. Et on a en plus de ça une prise de conscience par rapport aux outils qu'on peut avoir. Que ce soit histoire géo et compagnie, ils tentent de trouver des points d'ancrage dans l'histoire et dans la culture martiniquaise en termes de géographie, de position, d'exemples et tout ça. Hors cadre scolaire, on a aussi des activités extrascolaires, comme avec un invité qui est ici, qui propose aussi pas mal de choses qui sont un peu plus ancrées dans cette idée justement d'innovation tout en restant ici en Martinique. J'ai envoyé un perche-bar. Donc, peux-tu nous donner un exemple? Qu'est-ce que tu fais avec les enfants? Enfin, qu'est-ce que tu tentes d'apporter à ton centre de loisirs? En fait, au centre ou à ton centre? Je ne sais pas, il faut dire quoi? Au centre de loisirs? Au centre de loisirs. Au centre de loisirs, excuse-moi. Par exemple, la priorité, c'est que tout doit être centré autour du patrimoine martiniquais. Donc, on fait en sorte, effectivement, que toutes nos activités aient une résonance par rapport à la culture, justement, martiniquaise, pour que l'enfant, effectivement, puisse maîtriser son environnement pour, au fur et à mesure, justement, grandir et s'ouvrir à ce qui se fait ailleurs. Alors, il y a des fois des malentendus en pensant que quand on fait ça, en fait, on les ferme dans leur culture, mais non, ça répond vraiment à une dynamique qui a déjà été éprouvée, qui a déjà été documentée dans la littérature pédagogique ou didactique, qui explique le fait que, d'ailleurs, ceux qui sont allés à l'école ou sont toujours à l'école ou ont des enfants le savent. On part du quartier, de la maison, plutôt du foyer, plutôt, pour l'étendre justement au quartier, ensuite à la commune, et ensuite à l'île, pour notre cas, et ensuite au continent. C'est quelque chose qui est vraiment éprouvé. Donc à partir de là, comme elle l'a dit, ça devient de plus en plus incohérent en fait de partir de ce qui se passe à l'extérieur plutôt que... Tout peut-être quoi. Voilà, exactement. Okay. Parce que ça répondait effectivement à une logique assimilationniste qui était assumée. Aujourd'hui, elle est beaucoup moins assumée, même si elle est toujours présente. Et en Martinique, en fait, on se rend compte aussi des conséquences de l'assimilation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a voulu, c'est quelque chose qu'on a célébré, notamment à travers la départementalisation qu'avait promulguée, en tout cas que Aimé Césaire avait participé à promulguer en Martinique. Mais simplement, aujourd'hui, on se rend compte que en fait, cette assimilation-là n'est pas possible parce que de l'autre côté, on ne regarde pas de la même façon. De l'autre côté, il y a des injustices qui ne sont pas prises en compte. On ne répare pas les crimes qui ont été faits. Donc, à partir de là, même dans l'éducation, on comprend que, OK, on va partir effectivement de notre culture parce qu'on a une quête identitaire, déjà premièrement, et que deuxièmement, ça paraît plus logique, dans la logique des choses, justement, de s'intéresser à nos propres affaires par nous-mêmes. C'est super intéressant, hein? Je grandis déjà. Ça fait combien de temps? 20 minutes. Ok. Moi, déjà des autres stylos, feuilles de papier. Comment c'est la fête? Oui, il y a des replays, mais profitez du moment. Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut lier design social, avec synergie? Je réfléchis. On t'a raconté quelque chose. Voilà, merci. Qu'est-ce que tu appelles synergie? Tu expliquais tout à l'heure, tu parlais de l'humain. Tu as parlé du foyer, tu parlais de la cité, ensuite de la commune et ensuite de l'île. Donc si je comprends bien, si le design social c'est un peu repenser la société, ou en tout moins la penser sous différents angles, ça voudrait dire qu'en quelque part, si on commence par l'humain, on l'enrichit, enfin on cherche à l'élever, en fait, à s'approprier qui il est vraiment pour qu'il puisse développer des méthodes enrichissante pour tous finalement, à chaque échelle. Donc pour moi, j'estime que la synergie, je réponds à la question, j'estime que la synergie, c'est un peu de la synergie parce que quand je regarde notre société, si je prends certaines communes, j'ai pas l'impression que, par exemple, il y a 34 communes en Martinique, j'ai pas l'impression que les communes savent travailler ensemble. C'est pas pour tirer sur la Martinique, mais je me dis que c'est pas normal que les communes ne travaillent pas ensemble. Tu vois, si par exemple le Nord, je dédicace à Grand-Rivière, Macouba et je vais dire Basse-Pointe par exemple,
je me dis que si ces communes-là font un travail en commun, ont un regard un peu plus maîtrisé sur les 3 communes, peut-être que le travail sera beaucoup plus enrichissant pour les habitants, en fait. Pour les habitants et même les peut-être futurs designers sociaux, pardon. Donc, je pense qu'il y a un rapport avec de la synergie. Est-ce que je parais... Est-ce que c'est un peu loin? Non, on revient un petit peu à ce que Ulrich avait présenté tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà travailler avec ce qu'il y a autour de nous et après, petit à petit, évoluer. Donc, bien évidemment qu'on aimerait déjà que des personnes forment des groupes et qu'il y ait des liens entre eux. Et après, bien évidemment qu'on peut faire des petits groupes comme ça et tenter d'apporter des innovations différentes à chaque niveau. Et en Martinique, c'est facilement possible. On a une découpe géographique en Martinique qui est très intéressante. Il y en a ceux qui pourraient se dire un peu plus historiques, où le patrimoine est un peu plus valorisé. D'autres endroits où c'est un petit peu plus, je voudrais dire évolué, mais pas vraiment. Mais en tous les cas... en termes d'industriels et compagnie, on est un petit peu plus avancé. Je pense qu'il pourrait y avoir des échanges et ainsi permettre de créer quelque chose de nouveau et qui serait vraiment propre à la Martinique, oui. C'est de l'oxygène, c'est un peu comme de l'oxygène. Exactement. Je pense que la Martinique en a besoin. Ulrich, est-ce que pour toi en 2023, la Martinique justement a besoin de beaucoup d'oxygène? Alors, d'oxygène et de synergie, comme tu disais. Oui, je fais le lien. Il y a des jeux de mots, mais suivez. Donc, il y a des éléments qui sont donnés justement dans nos spiritualités qui expliquent que ce qui se fait sur un individu doit se répercuter sur la société. Et vice-versa, c'est-à-dire ce qui se fait aussi dans le collectif doit se répercuter sur l'individu. L'un et l'autre est lié, d'accord? Et n'est pas séparé. Justement, on ne sépare pas l'individu de la collectivité. Maintenant, par rapport à ce que tu disais sur le territoire, ça veut dire qu'effectivement, si on est plusieurs individus à s'émanciper, trouver des solutions justement innovantes et qui sont liées à nos traumatismes, ces individus-là en fait se rejoignent parce que justement par leur centre d'intérêt, le travail qu'ils ont fait, ils s'enrichissent en plus. Ils s'enrichissent justement et ils créent des cercles vertueux. À partir du moment où ils créent des cercles vertueux, justement, ils peuvent s'étendre et faire en sorte que la communauté, justement, qu'elle soit à l'échelle d'un quartier ou de la Martinique, puisse grossir et que justement cette vertu se répande. Et d'ailleurs, il y a des éléments, bon, c'est pas encore vraiment prouvé, mais en tout cas, il y a des éléments qui nous poussent à croire que sur un territoire, à partir du moment où 10% d'une population agit d'une certaine façon, ça se répercute en fait sur le reste des humains. C'est des choses qu'on retrouve dans la nature. Les arbres fonctionnent de la même façon. Voilà, les animaux aussi. Donc à partir de là, forcément, ça aura un impact sur tout justement ce cercle, justement cette île, parce qu'on est sur une île, donc ça va aller beaucoup plus vite. Et il y a autre chose, c'est que ce que tu as dit correspond aussi au fait que ce découpage du territoire nous est hérité. C'est-à-dire que c'est pas nous qui avons... Quand je dis nous, c'est-à-dire que les premiers habitants de l'île ne sectorisaient pas l'île. C'est-à-dire qu'eux, ils allaient justement aux endroits, donc c'était près des mangroves, près des cours d'eau, etc., où ils pouvaient s'adapter à leur style de vie. Ensuite, justement, quand il y a eu cette agression, l'esclavage, etc., comme on le dit, la société martiniquaise répond à un projet économique, ne répond pas à un projet qui met l'humain au centre. Donc à partir de là, c'est là où a été séparé des dynamiques, où on a sud, centre, nord aujourd'hui. Okay. Et au fur et à mesure, justement, comme je l'ai dit par rapport à l'assimilation et par rapport à l'État français, en 1981, en fait, il a changé en fait, son rapport pour passer d'une concentration à la centralisation, à la décentralisation. Et à ce moment-là, justement, c'est là qu'on a commencé à donner plus de compétences aux communes et à créer aussi des communautés de communes. Mais ça vient aussi du fait qu'on se rend compte que, ben oui, il faut créer des synergies. Maintenant, nous, en tant que Martiniquais, il faut qu'on repense justement ce projet-là et qu'on ne s'appuie pas sur de l'économie. Qu'on arrête de penser que le Nord, c'est désert, c'est plus des gens... productif productif. Le Sud, c'est le tourisme, le Centre, c'est le cœur économique. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'au centre, par exemple, on étouffe. Au Sud, il y a une problématique par rapport au tourisme, etc. Au Nord, en fait, une désertion. Ça, il faut bien se rendre compte que c'est un héritage. Ce n'est pas quelque chose qu'on a construit. Donc maintenant, à travers des outils comme le design social, on peut justement repenser ces synergies-là, repenser notre territoire selon, encore une fois, notre vision des choses. Donc c'est pour ça que, comme je disais, l'important, c'est de nous inclure dedans et pas de prendre des solutions qui viendront de personnes qui ne comprennent pas ni notre culture ni notre territoire. Par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Joanne, est-ce qu'on peut... Au sein d'un foyer, comment le designer social peut agir dans une maison?
Dans une maison avec alors des une famille, parents, on va dire la famille nucléaire, homme, papa, maman, enfant. Ok, classique, très simple. Il y a un ado qui est en pleine période de rébellion, qui a besoin, qui est en demande d'autonomie forcée. On va arriver, les parents qui m'appellent par exemple me disant « Ok, c'est compliqué, on n'arrive pas à communiquer, il fugue. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Bon, c'est notre chute, il veut tout abandonner, il veut tout arrêter et, je sais pas, partir de la maison. On est dépassé. Voilà, on est dépassé, c'est la crise. Je vais tout simplement prendre en compte les problématiques des parents, voir avec le jeune qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est juste une période de la vie où c'est la période d'adolescence, donc c'est un petit peu normal que tout d'un coup il y ait une envie de rébellion. Et voir comment on pourrait améliorer la communication tout en prenant en compte des besoins de l'enfant et en même temps des demandes des parents. Et comment ensuite créer. Alors, j'en ai déjà eu un petit peu dans mon atelier où c'est un jeune qui a besoin un petit peu de reconnaissance mais en même temps d'autonomie, donc d'un regard d'un parent bienveillant tout en comprenant que ce n'est plus un bébé et qu'il y a certaines choses qu'il peut faire. On va tout simplement créer une petite boîte à mots-clés où on pioche à chaque fois on sent que le cadre est bienveillant, on pioche des petits mots-clés et on dit ok, quand tu fais des remarques sur la façon dont je suis coiffée ou je suis habillée, ça me blesse. Alors comment on pourrait améliorer cette communication et ces remarques ? Donc voilà, c'est beaucoup de temps d'écoute, comprendre comment ça fonctionne. Et puis voir qui souhaite faire quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcer une solution si aucun des deux souhaite évoluer dans ce sens-là. On va créer un contexte où il y a des solutions, des idées qui peuvent où tout le monde doit être impliqué. Tout le monde doit être impliqué. C'est pas on prend quelqu'un à part, on l'analyse et puis on cherche des solutions. Ah non. Parce que sinon, c'est enlever, retirer l'humanité d'une personne. Au final, c'est le rendre objet. On lui dit, ok, tu me déranges, c'est ça ton problème, je vais te mettre là comme ça. C'est un peu le marginaliser. Voilà, c'est bon, on a réglé le problème. Pas du tout. Ok. Donc c'est trouver des méthodes, en fait. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est faire l'état des lieux. Exactement. À partir de ce constat, chercher avec les concernés des méthodes. Exactement. Pour améliorer le quotidien du foyer. Voilà. C'est ça. C'est important l'investissement de tous. C'est pour ça que souvent dans les émissions, je parle de... Je me réapproprie certains mots, je parle de foyer potomitan. J'estime que chaque membre d'un foyer a de l'importance. Oui, bien sûr. Et c'est ce que j'appelle un foyer potomitan. Tout le monde doit prendre conscience de l'importance de tout le monde. Comme ça, là, il y a une synergie. Je reviens sur ce mot. Je pense que c'est un mot important. Et ça peut, je pense, améliorer beaucoup de choses. Oui, bien sûr. On a, dans les foyers, mais dans la société, on pense souvent que les enfants, c'est un peu un objet un peu vide auquel on peut rajouter des émotions, des traits de caractère, des traits de personnalité. Et puis voilà, on essaye qu'ils deviennent adultes qui nous ressemblent ou qu'on peut un peu gérer comme on veut. Mais non, en fait, c'est juste un mini-humain. Il a déjà sa personnalité, il a sa façon de voir les choses, il a sa personnalité, ses idées nouvelles à apporter. Et c'est lorsqu'on oublie déjà qu'un enfant est aussi un petit humain intéressant qu'on oublie qu'au final, notre voisin, notre collègue ou n'importe quel membre autour de nous a quelque chose d'intéressant et qu'il faut prendre en compte aussi son avis. Ça me fait penser un petit peu au proverbe petit coûter grand, grand coûter petit. Il est vrai que, par exemple, est-ce que c'est plus difficile d'intégrer un designer pour un adulte que pour un enfant? Pour un adulte, bien évidemment. Je suppose. C'est des têtes brûlées. À partir d'un certain âge, ça arrête. Non, les habitudes, elles sont dures à casser lorsqu'on a un certain nombre d'années d'expérience de routine. Et puis, c'est vrai que souvent, on peut être dépassé par des choses dont on n'a pas l'habitude. En fait, c'est très, très effrayant. Donc on a même peur de ce qui est nouveau. Oui, exactement. Ce qui est inconnu. Exactement. Donc, et puis souvent, on nous dit que la curiosité, par exemple, est un vilain défaut. Donc, ce qui veut dire que quand il y a quelque chose qui arrive, tout de suite, on dit pas plus d'informations, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas.
Donc oui, les adultes sont plus difficiles et c'est pour ça que le côté un peu plus sociologie est important, c'est savoir comment aborder les gens, comment leur proposer du visuel par exemple qui pourrait les apaiser, leur proposer un cadre bienveillant mais qui puisse rester ouvert à ce qu'on leur propose. Surtout que c'est aussi pour eux, c'est pour tout le monde. Surtout pour eux. Et c'est surtout eux qui viennent nous demander. Donc ils reconnaissent que... Voilà, déjà, il y a une forme de reconnaissance, c'est bien, mais ouais, c'est vrai qu'il y a un travail. Et puis, l'objectif d'un designer social, c'est d'innover. Donc, on n'est pas là pour vous dire, OK, ce que vous faites, finalement, c'est bien, mais c'est les autres qui n'adhèrent pas. Non, c'est vous dire, écoutez, ce que vous faites, c'est bien, mais on va faire ça totalement différemment, ça va être génial. C'est un métier super. Moi, ça m'intéresse, ce métier, tu vois. On va discuter plus tard. Ulrich, dans un centre de loisirs, est-ce que justement, quand tu proposes de nouvelles idées, de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies, est-ce que les adultes ou les parents sont réceptifs? Est-ce qu'ils ils ont confiance directement ou ils te posent des questions, ils s'interrogent ou carrément refusent certaines méthodes, certaines de tes méthodes? Effectivement. La problématique majeure, c'est que on va avoir des adultes qui sont calqués sur le fait que c'est un moyen de garde, que à partir du moment où il est en sécurité de 7h à 17h, tout va bien. Et que effectivement le soir en posant la question est-ce que ça s'est bien passé, que l'enfant puisse répondre oui, ça s'est bien passé, je me suis bien amusé, voilà, exactement. Maintenant on amène justement une autre vision des choses pour comprendre que en fait ce qu'on pense, il faut aussi que les parents notamment puissent s'impliquer, parce qu'il faut qu'ils puissent savoir qu'est-ce que font leurs enfants, effectivement, quelles facultés qu'ils ont développées à travers telle activité, etc. Et c'est ce qu'on appelle en fait de la coéducation, effectivement, qu'ils puissent participer et que même eux en fait peuvent être en fait force de proposition et proposer en fait à faire des ateliers avec les enfants, etc. Donc c'est ça en fait, c'est qu'on va être confronté majoritairement à ça, malheureusement. Et ensuite il y a ceux qui vont être effectivement très curieux de savoir ce qui se fait et justement attendre qu'on leur fasse des retours. Et puis ceux qui vont être à l'autre extrême, qui vont vraiment ne pas s'intéresser, pas refuser, c'est-à-dire que c'est voilà. La responsabilité, c'est voilà, vous. C'est vous, on vous fait confiance, voilà. Donc ça veut dire que s'il y a un problème, c'est vous les coupables. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est ça là aussi la conséquence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui ne va pas, pouf, le responsable, justement, ça va avec nous. Donc nous, de notre côté, notre objectif aussi, c'est de faire comprendre qu'on a nos parts de responsabilité, effectivement, en tant qu'adulte. Maintenant, il faut aussi qu'on soit accompagné des parents. Ça arrive des fois, par exemple, qu'un enfant, donc on commence à accueillir des enfants à partir de 2 ans et demi, scolarisés. À cet âge-là, en fait, le plus souvent, il a passé beaucoup de temps justement avec ses parents, en tout cas dans son foyer. Donc, s'il arrive dans une structure, donc il commence déjà à l'école, et en plus, il commence le sens de loisir. Il socialise, il apprend justement à se socialiser avec les lieux, avec les personnes. Donc, il sort justement de son foyer. Donc, forcément, il y en a qui vont très bien le vivre, effectivement, qui ils vont arriver, ils vont avoir des enfants, ils vont rentrer dans le moule. Mais il y en a, en fait, qui vont répercuter, en tout cas, leurs craintes et vont pleurer, justement. Et ce sont des émotions qu'il va falloir qu'on accueille. Une fois qu'on l'a fait, nous, étant donné que c'est le parent avec lequel il va passer le plus de temps, c'est de parler aux parents parce qu'il faut absolument qu'ils fassent ce briefing-là. Ce briefing-là de se dire, alors là, on va aller dans un lieu où tu vas rester toute la journée, etc. Préparer l'enfant pour qu'effectivement, au fur et à mesure, ça avance. Et des fois, en fait, on se retrouve sur le fait que l'enfant peut pleurer en fait, sur son nouveau lieu pendant des périodes assez longues. Ça nous est arrivé jusqu'à 3 mois, par exemple. Et tout de suite, effectivement, le doute, forcément, c'est logique, le doute rentre. Mais sachant comment fonctionne l'enfant, justement, ça peut en fait durer effectivement longtemps. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à chercher, à creuser. Et en fait, finalement, on finit par trouver justement un déclic qui fait que voilà, il se sent à l'aise et il va rentrer beaucoup plus facilement. Mais les pleurs en question, c'est une émotion en fait qu'il exprime et c'est pas forcément lié au fait justement que soit il rejette l'adulte avec qui il est, soit il rejette la structure. C'est un cri en fait qu'il exprime. Mais il ne comprend pas encore bien. Voilà, et comme il ne peut pas encore bien le verbaliser, c'est à nous justement d'utiliser des outils pour justement comprendre qu'est-ce qui se passe et comment le solutionner. Donc en fait, et ce qui est bien, c'est qu'en fait, designer social, directeur de centre de loisirs, tu me disais que ça faisait, il y a 6 mois, tu ne connaissais pas ce métier. Ben, j'imagine que quand vous avez discuté, les gars, vous avez dit hey, je te cherchais, je t'attendais. Comment toi, tu as perçu, je ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de privé, je veux dire, comment tu as perçu cette rencontre? Parce que c'est bénéfique pour toi. En fait. Enfin, c'est aussi bénéfique pour elle, c'est aussi bénéfique pour toi, mais voilà, ça devait se faire, moi, j'estime. C'est un signe, en quelque part. Parce que
voilà, est-ce que tu pensais est-ce qu'elle t'a, à travers vos discussions, elle a pu t'apporter des clés, elle a pu t'ouvrir les yeux sur certains points? Parce que moi, je trouve que déjà, comme je vous ai dit, en 25 minutes, j'ai aimé. Alors effectivement, comme tu l'as dit, c'est la première chose que j'ai ressentie, c'est le fait que la loi d'attraction fonctionne. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où tu rentres dans une certaine philosophie, mais tu vas rencontrer, en fait, que tu le veuilles ou non, des personnes qui vont rentrer dans cette philosophie-là. Maintenant, c'est à toi d'être alerte pour pouvoir l'accueillir. Parce que ça peut aussi arriver que du coup, on va lancer des choses et en fait, on va recueillir justement ce qu'on a lancé à travers nos pensées et tout. Mais des fois, en fait, on ne veut pas l'accueillir parce qu'on n'est pas prêt, comme elle l'a dit, à passer le pas de la nouveauté. Donc, étant donné que j'étais rentré dans cette philosophie-là, tout de suite, effectivement, ça a matché en fait sur la façon de voir les choses. Et en fait, j'ai pu mettre des mots et des concepts sur ce que je faisais déjà, sur des pratiques que j'avais de façon empirique, que j'avais acquéries et aussi par mes connaissances par rapport à la pédagogie. Mais là, en fait, j'ai pu mettre des mots et pu mettre justement des méthodes qui allaient justement avec ces façons-là avec lesquelles j'agissais. Parce que je suis très accroché effectivement au fait que tout ce que j'apprends de façon empirique soit appuyé par de la théorie. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est étudié et qu'on a fait des études sur des panels assez larges pour pouvoir définir des lois sur lesquelles on peut s'appuyer. Je lutte vraiment pour qu'on arrête de se baser seulement sur ce qu'on a appris, sur nos expériences, etc. Les idées reçues. Voilà, je veux vraiment les baser toujours sur du savoir. Ce qui fait qu'effectivement, le fait de découvrir le design social m'a permis justement d'avoir ce côté théorique en plus et qui a enrichi forcément ma pratique et ma façon de faire avec les enfants ou aussi les adultes. Et toi, Joanne, comment tu as perçu cet échange, cette rencontre vu que... Alors, j'étais très 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 ravie. Dans un premier temps, parce qu'on s'est rencontrés lorsque je faisais mon stage en Martinique, que j'étais revenue l'année dernière. Et j'étais vraiment revenue dans une dynamique où je savais déjà qu'il y avait des tentatives innovantes en Martinique dans différents contextes. Et de savoir que déjà designer social en France, c'est un peu... il n'y en a pas beaucoup. C'est encore timide? Ouais, c'est très timide. Je savais que c'était encore plus inédit en Martinique, mais de rencontrer des personnes qui ont un peu des techniques qui peuvent être liées au design social, ça m'a rassurée. Parce que ça voulait dire qu'une partie de la population déjà était prête à m'accueillir. Et ensuite qu'on pourrait très bien discuter et que les études c'est bien, les stages c'est bien, mais le terrain c'est beaucoup mieux. Donc savoir que je pourrais discuter avec des personnes qui sont ouvertes au sujet et qui pourraient surtout enrichir mes connaissances un peu plus théoriques, c'était pas mal, c'était vraiment bien. Non, je trouve ça fort, hein. Je trouve ça fort. Maintenant c'est pas Papa Génité, donc là, non en synergie. Non, c'est super, super intéressant. Justement, j'ai une question. Je pense que je l'ai mal formulé tout à l'heure. Alors, c'est une question que je vous pose. Selon vous, c'est repenser la société ou repenser notre société avant tout? Alors, non, moi je pense que c'est repenser notre société. Moi je le dis, notre société en Martinique. À l'échelle martiniquaise? À l'échelle martiniquaise. D'abord déjà. Nous et ensuite on verra le reste après. Après on verra et puis... déjà on est martiniquais, donc allons faire ce qui nous correspond. Essayons d'avoir des bases solides et après on verra ce qu'on peut faire ailleurs. Mais notre société, oui, dans un premier temps, c'est évident. Ça aura forcément une répercussion sur l'extérieur. Oui, exactement. Si on s'affirme, etc. Nous-mêmes, on peut des fois prendre des exemples. On a des personnes inspirantes à l'étranger qui font des choses extraordinaires. Mais avant tout, ils pensent à eux. Ils ne pensent pas à l'image qu'ils vont refléter à l'étranger, au bout du monde. Ils pensent à ce qu'eux, ils peuvent faire pour eux-mêmes pour aller bien, pour être stable et pour pouvoir évoluer. Ils pensent au leur. Oui, voilà. Ils pensent au leur avant et voilà. Exactement. Okay. Donc, dans un premier temps, penser à la nôtre. Et après, je pense qu'en fait, on va continuer à penser à la nôtre en essayant d'évoluer, d'innover, voilà. Et puis après, le reste de la société, la leur, ils s'inspireront peut-être avant. Non, c'est bien. J'aime beaucoup ton explication. Ulrich, tu vois la même chose? Oui, évidemment. Oui. On ne sait jamais. C'est d'abord nous, évidemment. C'est même, moi, ça paraît évident pour moi. Bon, après, peut-être que certaines personnes ne le verront pas comme ça. Niveau foyer, famille, doit-on valoriser un modèle type ou se valoriser à travers différents types de design? Différents types de design. Alors, c'est bien ça. D'accord, moi j'avais peur de ma question. Alors déjà, comme on l'a dit au tout début, un designer social peut s'intégrer dans différents domaines.
dans le domaine scolaire, dans le domaine hospitalier, dans le domaine politique, voilà. Déjà, donc je pense qu'en effet, on peut s'inspirer de différents types de design social, différentes méthodes, différentes approches. C'est pour ça que la définition de designer social n'est pas universelle. On peut un peu chacun l'adapter en fonction de sa personnalité et des intérêts qui ressortent plus ou moins. Ok. Ulrich, un petit mot à rajouter ou non? Elle est claire, elle est très claire. Oui, c'est vrai. Elle est efficace. C'est vrai que c'est vraiment compliqué de suivre. Merde, elle a déjà dit. Après, donc, c'est des problématiques que l'on traite à différents niveaux. C'est-à-dire que on est effectivement pétri d'habitudes et à l'échelle de peuple, de traditions. Comme je le dis souvent, c'est amené à évoluer en fonction du contexte, en fonction de comment les choses avancent et comment notre environnement aussi se module. Donc, à partir de là, il ne peut pas y avoir un modèle type, ça n'existe pas. Et encore une fois, si on prend la nature comme modèle, d'où nous viennent nos sciences justement, c'est à travers justement l'observation notamment des phénomènes et de la nature. Si on constate effectivement qu'elle est diverse et multiple, je vois pas en quoi en fait on devrait imposer un modèle sur une période en fait assez longue. Donc c'est pareil, c'est des choses qui pour moi sont logiques d'amener justement à ce qu'il y ait différents types de modèles justement familiaux, de foyers qui soient expérimentés déjà. Et ensuite effectivement choisir celui qui est le plus pertinent en fonction de son expérience. Parce qu'il y a le mot, par exemple, on aime bien dire l'éducation au singulier, avec le E majuscule, mais ça veut dire tellement de choses, l'éducation. Donc c'est là que je me dis que ton rôle est riche, parce que même en termes d'apprentissage, pour toi, je pense, c'est niveau analyse, il y a un chantier là quand même à analyser. Il y a beaucoup de choses à apprendre des gens, mais tu dois d'abord apprendre de toi, avant d'apprendre des gens, si je comprends bien. Ah oui. Parce que je pense que ça commence par toi, c'est un peu la base. Oui, il faut quand même se connaître par exemple ses compétences, ses talents et puis surtout ses points faibles. C'est les petits points qu'on des fois on veut pas voir, mais qu'en fait qui sont un signe qu'on peut s'améliorer dans certains domaines ou surtout ne pas s'aventurer pour l'instant dans certaines choses. Donc oui, il faut avoir quand même une bonne connaissance de soi, pour ensuite pouvoir savoir comment on va pouvoir aider les autres et est-ce que parfois ce qu'on a vécu ne va pas pouvoir aussi aider les autres. Alors, il faut quand même faire attention parce qu'on est très différents, mais voilà, des expériences personnelles peuvent être à l'origine d'un projet beaucoup plus grand, en effet. Sans être discrétion, est-ce que tu nous as parlé de petits défauts? Oui. Par exemple, est-ce que tu peux nous en donner un ou... Alors, lequel choisir? Ça peut être le manque d'écoute, je ne sais pas, peut-être pas la patience, je ne sais pas. Lequel choisir? Alors, j'ai appris je suis aujourd'hui introvertie. Donc, pendant très longtemps, je pensais que je n'étais pas sociable, que je n'aimais pas les gens, que j'étais sauvage, enfin bref, voilà, ça n'allait pas du tout. Et au final, je me suis rendu compte que je suis juste introvertie dans le sens où je me ressource seule. Je n'ai pas besoin des autres pour avoir une meilleure énergie, recharger mes batteries. Ce qui est du coup le contraire d'extraverti. Mais savoir ça me permet de savoir que même si je fais des ateliers, même si j'interagis avec des personnes et que j'adore ça puisque ça m'enrichit, à un moment donné, j'ai besoin de me retrouver seule, de réfléchir à tout ce que j'ai pu récupérer avec les autres et aussi parfois de créer. Donc tu peux faire un tri aussi, ça te permet de faire des tris aussi. Exactement. Ok. En tant que directeur de centre de loisirs, comment toi, par exemple, c'est vrai ça, comment toi tu évacues, enfin, sans indiscrétion, mais comment toi tu évacues beaucoup d'enfants tous les jours, enfin, des parents un peu, je veux dire, peut-être capricieux de temps en temps. Comment un directeur de centre de loisirs peut gérer ça? Donc, l'idée, en tout cas de mon côté, c'est beaucoup garder du lien avec les amis, notamment, et avoir des sas de décompression. Alors qu'ils ne soient pas trop long non plus, qui ne soit pas trop néfaste non plus. Donc, par exemple, justement, quand on parlait de défauts, avant, c'était le fait que je me retrouvais
souvent justement à faire la fête très longuement en fait à partir du jeudi voire du mercredi soir. Je suis témoin. Pour décompresser de fait de toutes ces charges là. Maintenant justement j'arrive maintenant à être modéré, à réussir justement à être modéré et toujours faire son analyse sur pourquoi on se retrouve dans certaines situations. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il peut y avoir des excès, mais s'il y a un excès, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a provoqué. Donc il faut aller chercher justement dans ses ressources qu'est-ce qui se passe et l'analyser et pouvoir justement le changer. C'est-à-dire que dans ma philosophie, je suis responsable de tout ce qui arrive. Par exemple, dans le centre de loisirs, je suis responsable. Même s'il y a des interférences, parce qu'il y a d'autres humains qui sont entre moi et les enfants, certes, mais ça n'empêche que c'est moi qui peut impulser, parce que le rapport hiérarchique fait que c'est moi qui justement dois impulser une certaine vision. Donc les personnes viennent aussi avec leur culture, leur expérience. Cela dit, quand il y a justement des choses qui arrivent, c'est parce que derrière justement je suis le garant de cette sécurité-là et de cette impulsion. Donc à partir de là, effectivement, je vais prendre pour moi. Donc je vais avoir cette sévérité justement envers moi-même et faire en sorte de toujours comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment je peux le solutionner et passer justement à l'acte. Ça, c'est le plus compliqué. C'est de le comprendre et ensuite passer à l'acte. Parce que forcément, je ne suis pas parfait. Donc il y a vraiment des choses où je suis plutôt mal à l'aise. Et en fait, je me booste ou je m'appuie justement sur mon équipe. Sur un nouveau soutien. je m'appuie sur mon équipe, effectivement, pour pouvoir trouver des solutions et faire en sorte que tout le monde puisse réfléchir justement à des solutions qu'on peut trouver. Donc voilà, en tant que directeur, effectivement, on a forcément des charges et l'idée c'est de trouver justement des compromis avec ses amis ou quoi pour aussi se libérer de certaines charges mentales et se ressourcer. D'un point de vue professionnel, alors comme tu disais que tu es un designer social, un grand chantier pour lui. D'un point de vue relation professionnelle, qu'est-ce que tu peux apporter? C'est ce qu'il vient d'expliquer ou il y a d'autres éléments qui rentrent en compte? Principalement, non, c'est ce qu'il a apporté. En effet, être responsable, c'est une grosse étiquette et qui propose de lourds bagages. Et je pense que vu ce qu'il a présenté, Ulrich est quand même conscient de sa personnalité et de sa capacité justement à gérer et à être responsable. On peut, dans le monde professionnel, on a chacun une part de responsabilité. Et en général, là où ça se passe un peu plus difficilement, c'est en termes de hiérarchie, c'est-à-dire que tout le monde se rejette la faute. Maintenant, à savoir, à créer un moment de discussion, une table ronde, enfin, on a des techniques diverses et variées pour se rendre compte que alors, chacun peut être responsable, mais pas uniquement lorsque c'est grave et que c'est négatif. On est responsable aussi des réussites. Comme des échecs. Comme des échecs, mais principalement des réussites aussi, c'est bien. D'accord, voyons positif, soyons positifs. Et puis, si on est là dans la chaîne, on va dire, de travail, c'est qu'on a quelque chose à apporter qui est intéressant. C'est souvent ça qui est imposé, on va dire, par le designer social, c'est qu'on pense qu'on est là, on fait le taf et puis c'est fini. Non, si on est là et si on est toujours là, c'est qu'on a quelque chose d'intéressant à apporter et qui profite à tout le monde. Donc il y a un échange forcément quelque part. C'est super intéressant. Je découvre un métier, vous m'excusez, un coup de chat. Le mental, ça demande un certain mental. Ça demande de la prise, de la remise en question. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? J'ai déjà posé cette question? Oui, j'ai déjà posé cette question-là? Non, quand tu as découvert son métier, est-ce que, je pense que vous avez échangé, parce que comme tu disais, la loi de l'attraction, est-ce qu'elle a pu t'apporter des clés ou tu savais déjà? Je ne sais pas. Non, je ne suis pas omniscient ou je ne sais pas tout de ma personnalité. Et par exemple, justement, en participant à l'atelier, c'est notamment une méthode pour justement faire le tri par rapport justement aux décisions que je peux prendre ou par rapport aux informations qui peuvent me venir ou qui me sont des fois imposées ou que je m'impose. C'est comme je l'ai dit que je suis responsable, que je m'impose, c'est-à-dire par exemple, le fait de dire non, étant donné qu'il y a un côté justement altruiste dans ma personnalité, du coup j'ai tendance à me dire, bon allez, j'ai rendez-vous à 13h, j'ai aussi un rendez-vous à 17h, j'ai aussi un rendez-vous à 19h, et je vais réussir en fait à tous les cadrer et être à l'heure, parce que justement j'ai cette volonté-là justement d'être présent parce que ça va m'enrichir. Dans tous les cas, en fait, je considère que n'importe où je vais aller, je vais m'enrichir.
et qu'il y a Merci, c'est gentil. Je tiens à le signaler, merci. Voilà, et qu'il y a forcément un besoin. Maintenant, il faut se rendre compte justement qu'on s'épuise. On s'épuise ouais, et qu'à aller justement trop aider les autres, il faut aussi penser, comme elle l'a dit tout à l'heure, il faut être conscient de ses forces, il faut aussi se soigner en fait. Donc il faut anticiper ce genre de choses, savoir justement à quel moment. Mais non, c'est plus possible en fait que j'aille à 13, 17, etc. parce qu'en fait j'ai besoin de me reposer. Et savoir dire, ah non, par contre là vous tirez un peu trop sur ma corde, je suis fatigué, donc je vais prendre ce temps-là où je vais me reposer et couper justement. Donc c'est une méthode justement qu'elle m'a donnée pour pouvoir faire l'état des lieux au quotidien justement de ok, comment je me sens aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à avoir ce fonctionnement-là, ou si je ne suis pas prêt, en fait, de prendre la décision de ne pas m'engager dans telle ou telle initiative. Ça bouge, ça secoue tout ça, ça secoue. On a besoin de concepteurs, de designers social. Oui. On a besoin de ouais, singulier pluriel, comme vous voulez. Mais c'était en direct. C'est très intéressant parce qu'avec Ulrich, pour l'atelier, on a fait un premier retour à chaud. Et c'est vrai que je n'ai pas eu le temps d'avoir des retours à froid sur l'intérêt de l'atelier, ce que ça lui a apporté en tous les cas. Et c'est intéressant de voir qu'après coup, il a réussi en tous les cas à faire ressortir des choses intéressantes pour lui, qui lui permettent de mieux gérer en tous les cas son quotidien et donc sa personne avec les autres, comment il se gère, comment il gère un groupe social et compagnie. Donc c'est... En vrai... Je pense que c'est intéressant que pour vous, en tant que participant, mais moi... Nous ne faisons pas de notre... Ah oui, j'ai énormément d'informations et c'est super intéressant de voir comment ça peut évoluer très rapidement et même sur le long terme. Téléspectateurs, téléspectatrices, prenez vos stylos. Je vous laisse prendre quelques secondes là, rappelez-vous. Alors, on est loin de la fin, je vous dirais, mais on va le répéter plusieurs fois. Okay. Comment on peut contacter un designer social? Alors... J'ai essayé sur Google, taper designer social, c'est très compliqué d'avoir des informations. Sinon, vous m'appelez directement. Mais c'est vrai que quand on n'en connaît pas directement, quand on n'a pas de lien direct avec un designer social ou une personne qui a évolué et qui est devenue designer social, c'est très difficile d'en trouver. Il n'y a pas de page où on peut, comme les médecins par exemple, où on peut trouver designer social spécialisé là-dedans, là-dedans. C'est pas encore connu au point de... Non, pas du tout. C'est peut-être en cherchant des mots-clés, en fouillant et compagnie. Alors, les personnes pour l'instant qui me connaissent en tant que designer social, c'est parce que je me suis introduite à eux et parce que j'ai essayé de garder le lien. Donc on te contacte comment? On me contacte soit par téléphone, soit sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Ravina Ladé. Merci beaucoup. Donc tu as dit ça tellement rapidement que... Ravina Ladé. R-A-V-I-N-A-L-A-D. Il y a des rediffusions, hein? Ou sinon, Joanne Léonin sur LinkedIn, par exemple. LinkedIn, ok. Comment est perçu ton métier? Comment tu es reçu, par exemple, dans un milieu professionnel? Comment tu es reçu? Alors, en général, les personnes, enfin là où je m'introduis, c'est des personnes qui souhaitaient quand même ma venue. Donc ça se passe plutôt bien. Il y a beaucoup de curiosité. Les personnes ont très hâte que, par exemple, mon intervention commence. Là, j'ai terminé une intervention, par exemple, au LP Châteauboeuf. Et avec les encadrants, par exemple, ça s'est très, très bien passé. On a fait, en gros, un atelier sur la confiance en soi et l'orientation professionnelle. Les jeunes, par contre, étaient un peu plus mitigés. Comme retour, j'ai beaucoup dit oui, on a déjà assisté à des ateliers, c'était ennuyant, les intervenants ont discuté et parlé de leur vie pendant 3 heures. Et puis c'est après coup où ça va un petit peu mieux, quand ils découvrent que l'atelier est dynamique, où là ça va, c'est plus cool. Tu as levé un petit dossier là. Tu vois ce que ces jeunes-là ont fait passer comme message? Alors, je ne parle pas de design social à proprement parler, mais moi, depuis des années, je suis contre ces méthodes où il y a un face-à-face entre professionnels et élèves, mais que de manière, on dirait qu'il y a un mur entre les deux. C'est le monde professionnel qui parle, écoutez, point barre, basta. Je pense qu'aujourd'hui, nos jeunes Martiniquais et nos jeunes Martiniquaises ne sont plus réceptifs à cette méthode, à ce petit mur, cette distance qui veut toujours montrer que finalement, limite, c'est
c'est moi le Messie et toi, tu connais rien. Et alors que c'est à travers leurs ressentis, leurs émotions, leurs traumas, que finalement, tu enrichis un peu ton métier. Donc, je pense que ce sont des méthodes. Alors, c'est bien, tu vas dans les lycées. C'est super important, c'est très important. Et je pense que j'envoie un appel à tout le monde, que ce serait important de peut-être changer les méthodes de rencontre où on fait des cercles, on se met en cercle. De manière à ce que tout le monde comprenne que finalement, on est ensemble, en fait. C'est plus une question de « j'ai un statut professionnel, respectez-moi, et puis on verra après ». C'est ça. Et je pense que c'est ça le... Il y a aussi le fait que souvent, c'est les professionnels qui demandent à intervenir parce qu'ils peuvent être en recherche de jeunes, mais ils ont surtout une passion à transmettre. Mais ils sont tellement dans leur quotidien professionnel qu'ils n'arrivent pas vraiment à switcher et à proposer un autre type de présentation. Au final. Donc, ils ont la volonté, ils ont l'envie, mais ils ne savent pas comment faire. Et c'est vrai que je ne dis pas que c'est ça, mais par exemple, en tant qu'encadrant d'un établissement, je ne vais pas, moi, dire comment un professionnel devrait se présenter aux élèves. Je n'ai peut-être pas les compétences, je n'ai peut-être pas l'envie non plus, ce n'est pas mon statut. Je ne saurais comment l'introduire ou lui proposer un format d'introduction. Donc c'est là où justement nos façons sont à repenser, puisqu'on parle beaucoup de liens adulte-enfant, mais en fait on remarque très bien aussi que pendant les réunions dans les entreprises entre adultes, il y en a beaucoup qui s'ennuient. Alors il y a la personne qui présente la réunion qui s'ennuie parce que voilà, c'est monotone, et il y a les personnes qui assistent à la réunion qui s'ennuient aussi. Donc on se rend compte qu'au final, cette innovation d'interaction est nécessaire, mais à tout niveau. Ah, mon content. Yes, on va parler tout à l'heure. Du coup, je voulais ajouter aussi quelque chose. Tu as parlé de ce phénomène-là. Moi, j'appelle ça la crise intergénérationnelle. C'est-à-dire que à partir d'un certain moment, on n'est plus dans l'univers de ce qu'on appelle les jeunes. Et du coup, on ne les comprend plus. On ne sait plus en fait quels sont leurs codes, qu'est-ce qui les régit. Ce qui fait qu'effectivement, on a des approches qui le plus souvent les rebutent. Je parle notamment dans les établissements scolaires. Parce qu'il y a vraiment cette volonté on va les éduquer, on va leur apprendre et le savoir va venir de nous vers eux. C'est quelque chose qui est structurel, il faut bien le comprendre. C'est quelque chose qui est structurel dans l'éducation nationale. Elle a été fondée dans cette logique-là. Il y a un sachant, d'ailleurs, il y a encore des mots qu'il faut déconstruire. Par exemple, maître. Surtout en Martinique, maître ou maîtresse, c'est problématique. Maintenant, voilà, comme ça répond à des logiques, etc. Mais il faut bien voir que dans toute la construction, il y a des éléments qui montrent qu'il y a un sachant et il y a vous. Il y a le bureau de l'enseignant, il y a tout le reste. Le bureau de l'enseignant est en hauteur, tous les restes sont plus petits. Bon, évidemment, ce sont des enfants. Et qu'est-ce qui empêche, par exemple, de retirer le bureau, justement, et de se mettre à la hauteur des enfants? L'estrade, le fait que l'enseignant, justement, a un tableau, pas les autres. Bref, il y a un ensemble d'éléments qui font que c'est descendu comme ça. Et même dans la pédagogie, les pédagogies au départ, comme elle l'a dit, partaient du principe que nous, en tant que sachants, on doit remplir le cerveau de l'enfant et l'enrichir à ce niveau-là. Maintenant, au fur et à mesure justement des études, on s'est rendu compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne et que ce sont des échanges justement qui se font. L'autre, c'est aussi un être humain qui est justement notre égal et qu'il faut adapter sa communication par rapport à lui. Donc, ce que tu dis là, justement, ça, on l'a vécu. Alors, quand je dis on, je parle aussi dans les quartiers populaires, où on vient... Donc, alors, tout ce que je viens de dire est accentué. Parce que là, pour le coup, on considère que nous sommes, de toutes les façons, des détritus. Bon, je le dis clairement comme ça. On est des détritus, on va vous apprendre comment vivre. Je prends un exemple. Je vais peut-être choquer en le disant, les petits déjeuners, il faut arrêter avec ça. Quand on est dans les quartiers, on ne supporte pas ça. Parce que, un, on ne va pas manger ce qu'on aime. Et deux, les gens vont nous forcer à manger ce qu'on n'aime pas. Donc... Et surtout, il y a une polémique sur le groupe. Voilà, surtout quand on va proposer des bananes, par exemple, en termes de fruits. Quand on sait toutes les conséquences et comment on en est arrivé là, par rapport... Bon, parce qu'on sait aussi derrière qui est-ce qui donne ces fameuses bananes-là. Bref, ça c'était une parenthèse. Maintenant, c'est pour dire que il faut comprendre justement, il faut rentrer justement dans le quotidien, par exemple, des personnes qui vivent dans les 10 quartiers populaires, pour comprendre que ça, ils n'en peuvent plus. Les formations où on vient, la personne parle pendant 4 heures, tu es là, tu subis, tu écoutes, c'est à la fin, à la rigueur, qu'on te demande alors comment tu as ressenti ça? Si tu lui dis, bon, frère, c'était fuck up, la personne va mal le sentir, elle va te dire, ouais, mais c'est quoi ces codes, etc., etc. Il faut vraiment comprendre ça. Le fait que chaque
quartier, chaque communauté a ses dynamiques. Il faut rentrer, comprendre la dynamique avant de justement venir et se dire je vais leur apporter la science. Donc oui, il y a cette crise-là et c'est important justement de rentrer dans des choses innovantes aussi dans cette approche-là. Arrêtez de penser qu'une formation, un jeune va venir et va se dire c'est génial, je vais avoir une formation. Allez, je viens. Non, il faut comprendre aussi que ça fait 20, 40 ans qu'on nous dit la même chose. Faites des formations, ensuite ça va. Mais on se rend compte que dans le marché du travail, ça ne fonctionne pas comme ça. On va faire des fois des formations qui souvent d'ailleurs sont souvent les mêmes. C'est-à-dire que j'ai aussi beaucoup de retours. On me dit, en fonction du profil, je vois des gens qui ont des profils très différents. On m'a proposé d'être médiateur. Je regarde les profils, je me dis, mais je sais que tu es une bonne personne, etc. Mais par contre, tu ne pourras pas être médiateur parce que tu as telle caractéristique qui fait que ça ne te correspond pas. Mais les personnes qui leur ont conseillé ça, en fait, en fonction aussi de l'offre qu'ils ont de formation, ils guident en fait. Tu vois ce que je... Donc, ça aussi, il faut le déconstruire. On ne va pas vers quelqu'un qui accumule des injustices en allant se disant je suis le sachant et toi, justement, je vais te remettre sur le droit chemin. Si on part déjà là-dessus, on se rend bien compte justement que c'est un échec, malheureusement. Tu me rappelles une thématique qu'on avait eue sur la pension alimentaire. On ne va pas revenir dessus, hein, mais c'est... Il y avait une amie qui avait donné une solution en disant que si on changeait le terme pension alimentaire en aide, elle avait proposé aide aux biens infantiles. Elle estimait que ça aurait changé toute la dynamique de cette action parce qu'on entend aide, on entend besoin et on entend enfant. Et donc ça, c'est ton métier en fait. C'est le rôle de ton métier. Ouais. Ça veut dire qu'il y a l'humain, on a parlé longtemps dessus, mais il y a aussi justement l'environnement, tout l'environnement qui est autour. Donc il faut repenser, comme tu disais, tu parlais de tableaux, d'ordinateurs, parce qu'aujourd'hui on est dans le monde du digital, qu'on le veuille ou non, qu'on n'aime pas, on n'a pas trop le choix. Mais est-ce qu'il faut remettre le tableau avec la craie ou maintenant c'est des feutres, enfin tout ça. Tu dois y penser. Enfin, c'est ton cheval de bataille. Ouais, c'est mon terrain, ton terrain, voilà, d'expérimentation et de recherche. Justement, par exemple, pendant les ateliers, ou avant de parler des ateliers, je discute beaucoup avec des jeunes profs et je leur demande comment ça se passe le numérique à l'école. Et ils me disent qu'il n'y en a pas. Comment en 2023, alors que nous, en tant qu'adultes, on utilise énormément d'outils numériques. Donc, principalement le portable. Bonsoir. On demande à des jeunes qui ont un téléphone, que ce soit un téléphone dernier cri ou pas, c'est quand même un téléphone, qui ont différents petits outils comme ça, de dire, non, on est à l'école maintenant, non. On utilise feuilles, crayons, stylos, et à la maison, vous avez par contre les devoirs sur un site internet. C'est pas possible du tout. Donc non, et c'est pour ça justement que dans les ateliers, je tente, et non pas de faire un choix entre les outils qu'on utilise depuis des années et les outils plus d'actualité, mais au contraire de comment on peut jouer avec eux, qu'est-ce que les jeunes préfèrent en termes d'outils. Donc en fait, on ne rejette rien. On ne rejette rien. On évite de rejeter. On a le choix. Pourquoi on devrait rejeter quelque chose? Surtout, dans les ateliers, c'est pas moi qui les utilise, c'est les jeunes. Donc moi, je leur mets... Bon, je n'ai pas beaucoup de budget, donc je ne vais pas leur donner une tablette par personne. Mais on les laisse utiliser le plus de choses possible, que ce soit les jeunes ou les adultes avec lesquels je travaille. Comme ça, de toute façon, l'objectif, c'est qu'ils se sentent assez à l'aise pour s'exprimer. Et pour être intéressé aussi. Pour être intéressé, pour plein de choses. Pourquoi on devrait choisir? Et au final, je me rends compte que pareil, pourquoi à l'école, pourquoi en entreprise, on devrait choisir. Moi, ça me rappelle une anecdote quand je travaillais, j'étais chargé clientèle et effectivement, ils avaient modifié tout le bureau. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Ils modifient tout le bureau. C'est vrai qu'on se plaint, le premier réflexe des gens, c'est de se plaindre parce qu'en fait, on parlait de peur de l'inconnu. En changeant tout, on perd nos repères, on perd nos codes. Et en fait, je comprends que dans tous les domaines, on réagit de la même manière. En fait. Dès qu'on modifie quelque chose, bon, c'est un peu moi, la vérité, je suis peut-être le meilleur exemple. Je dis toujours que je suis désorganisé. Je suis organisé dans ma désorganisation. Mais si je range tout, je suis perdu. Je ne retrouve plus rien. Je dis, qui ça m'a allé faire, qui ça m'a allé chercher pour moi, tu vois. Mais en fait, dans tous les domaines, en fait, on réagit quasiment de la même manière, en fait. Parce qu'au final, quand le bureau a changé, au début, on râlait, mais après, on a vu que ce n'était pas si inconfortable que ça. Et finalement, le bureau fonctionne toujours. Donc, on s'est adapté. Maintenant, est-ce que tous les designs, est-ce qu'un changement va forcément créer quelque chose de positif?
Ah non, au contraire. On peut faire... Alors, déjà, je voulais rebondir sur ce que tu proposais, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, on change tout d'un coup, que ce soit les mots, un emplacement, une organisation, on râle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'est pas habitué à ce que notre quotidien change du jour au lendemain. Et donc, ce serait peut-être, au contraire... je te propose une idée de projet de design social, c'est de faire tout simplement évoluer des choses pour arriver à un but final. Ton bureau, par exemple, qu'on a changé du jour au lendemain, pourquoi ne pas le faire petit à petit ? Si c'est possible, après, je ne sais pas. Ah, ça a été brutal, hein. Ouais. Je tiens à le signaler, ça a été brutal. Voilà, donc parce qu'on n'est pas au quotidien, il n'y a rien qui change comme ça d'un coup, au dernier moment, comme ça d'un coup. Enfin, on nous l'a annoncé. À l'époque, on nous avait annoncé un changement. Ok. On nous a montré 2 slides, vite fait. On n'a pas compris le slide, tu vois. Mais vous n'avez pas forcément interagi avec ce qu'on vous a montré sur le slide. On ne cherchait pas à savoir nos avis. Si tu cherches à savoir nos avis, ça veut dire que tu vas faire appel aux syndicats, etc. Tu vois, dans le milieu professionnel, il y a ces particularités-là, tu vois. Je dis, moi, j'aime pas ce bureau. Je suis gaucher, je suis pas droitier. C'est vrai que c'est moins pratique en termes de chiffres, du coup. Voilà, et ça, ils évitent. Oui. Donc, le slide passe vite, tu vois. Vous avez vu, là, c'est les toilettes, là, c'est la table. En général, on gère la cafétéria, tu vois. C'est la cafétéria, là. Et puis nous, on est tous, tu vois. Et puis, une fois, le slide, il part et t'as rien vu, finalement. Oui. Et le lundi, le matin, tu reviens, et puis il est où? T'es choqué. Voilà. Non, mais c'est, toi, on en rigole, mais c'est super important, en fait. Ça, c'est l'impact est fait, direct. Donc, nous, dans tous les projets de design... dans la méthodologie, il y a aussi une phase test, c'est-à-dire qu'avant de faire on va reprendre l'idée de refaire tout un bureau, on ne va pas vous proposer la solution d'un coup. On va passer par des phases test. Est-ce que vous préférez telle ou telle couleur ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que ça arrange votre humeur ? Est-ce qu'avoir des bureaux, des tiroirs à gauche, à droite, ça vous arrange ? Voilà. Donc on fait des tests pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. En général, quand il n'y a pas de réponse, qu'il n'y a pas de retour, c'est mauvais. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éléments à pointer, il n'y a pas de truc qu'on se dit « Ah, ça c'est bien, mais ce serait mieux ». Ou alors ça, c'est catastrophique. Ou alors ça... Donc, on a toujours cette phase test qui nous permet justement de voir comment des personnes peuvent interagir et se sentir ou pas concernées par ce qu'on est en train de créer avant d'avoir la solution. Je vais dire quelque chose, mais j'espère que ce n'est pas péjoratif. Hein. J'ai juste imaginé la chose. C'est un peu comme un devis. Oui. On propose des choses par rapport aux besoins. Exactement. Et selon le prix, hein. Oui. On achète ou pas. Oui, mais c'est un peu ça, je veux dire. Exactement, c'est un peu ça. On t'épère. C'est très péjoratif. Très papier. Mais l'image est bonne en tous les cas. Oui, ça nous permet de voir ce à quoi on a droit. Ce qu'on aura à la fin, du coup, en plus ou en moins dans son quotidien, dans son budget. Mais oui, ça nous permet déjà d'avoir une vision un petit peu de ce qui pourrait arriver après. Et donc d'anticiper justement le rejet total et de faciliter l'appropriation de la solution qui est proposée. Alors, vous allez me dire si je suis un futur designer social. Mm-hmm. J'ai un fils de 6 ans et je me dis qu'il ne vit pas avec moi. Mais quand il vient chez moi, je réfléchis toujours à me dire, sa chambre, je vais lui demander ce qu'il aime et je vais adapter sa chambre selon ses envies. C'est un peu ça. Oui, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on a tous, surtout maintenant, j'insiste beaucoup sur le maintenant parce qu'on est vraiment dans cette envie, dans ce besoin de prendre en compte l'autre dans ce qu'on va proposer. Donc oui, c'est une méthodologie de design social, c'est de se dire, OK, peut-être que la dernière fois, ça n'a pas été, comment on pourrait améliorer ? Peut-être que je ne vais pas lui poser directement la question. Impliquer les gens, ce n'est pas aller directement vers eux, mais se dire, OK, on les a observés avant, on a vu qu'il y a tel et tel élément qui n'allait pas, ils se sont retournés vers une autre situation, peut-être adapter ça en fonction des éléments qu'on a pu récupérer avant. Donc oui. Futur designer social, il n'y a pas de souci, vous serez diplômé au mois prochain. Restons positifs. Ulrich, pour un directeur, pour un centre de loisirs, les changements sont... Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce qu'il faut vraiment toujours repenser, se remettre en question sur comment les jeux sont disposés ? Comment tu perçois ce design, justement ? Dans le centre, il faut prendre en compte le public qui est là, qui est présent. C'est-à-dire que
les enfants et les animateurs. Même si l'équipe d'animation... Ah oui, les animateurs. Oui, il faut penser à eux. Exactement. Même si l'équipe d'animation peut rester stable, les enfants vont toujours bouger parce qu'on a toujours des groupes qui seront mouvants. Donc, il faut effectivement toujours penser en fonction de les enfants qui sont là, comment ils fonctionnent. Il faut que, du coup, on puisse réfléchir à comment solutionner certaines choses qui vont arriver. Donc, des choses qui ont fonctionné avec une cohorte ne vont pas forcément fonctionner avec la cohorte d'après. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi une vision, justement, qui est impulsée par le projet pédagogique, justement, que je suis, donc que j'ai participé à construire et que je suis. Donc, ça veut dire que l'équipe aussi d'animation, il faut qu'elle se sente à l'aise. C'est-à-dire que ce n'est pas juste que les enfants puissent se sentir à l'aise. C'est notre priorité, mais ça veut dire aussi qu'il faut que dans cette priorité, que les animateurs aussi se sentent à l'aise. Donc, ça veut dire que oui, comme elle l'a dit, il va y avoir du changement. Et justement, je fais en sorte que ce changement-là ne soit pas imposé. C'est-à-dire qu'on construit ensemble, on voit ensemble justement quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Maintenant, il y a des contraintes. Il peut y avoir des contraintes justement à agir rapidement. Et là, par exemple, justement, je peux justement dire, bon, écoutez... À ton droit de veto. Voilà, on se donne temps. Oui, parce que forcément, comme je l'ai dit, je suis garant de la sécurité. C'est toi qui prends... Voilà, exactement. Parce que j'ai une responsabilité justement qui est assez importante. Donc, souvent, ce que je fais, c'est, OK, donc du coup, on se laisse temps de réunion pour pouvoir impulser ce changement-là. Si effectivement, à la fin, on n'a pas pu trouver de solution, ben voilà, je vais essayer de voir comment je peux m'adapter en fonction de tout ce qui a été construit. D'accord, même si c'est pas arrivé au terme, ben, OK, je vais prendre justement un peu plus de... je vais prendre mes responsabilités pour pouvoir peut-être finaliser parce que j'ai une vision que les animateurs forcément n'ont pas parce qu'ils ont une culture différente, etc. Maintenant... J'aime ce métier. Donc voilà, donc oui, effectivement. Mais ce que tu dis là, comme on vient de le voir justement, ça peut s'adapter partout. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette notion où on pense que des fois les choses sont faites de façon anarchique. Concernant en tout cas la productivité, le néolibéralisme, le monde de l'entreprise, rien, quasiment rien, tout est rationalisé. Ils savent pourquoi ils te font faire certaines choses. Ils savent pourquoi, au pipi chantant, tu es au travail. Voilà, exactement. Et dans l'organisation aussi spatiale, par rapport à ce que tu dis, ça c'est dans le foyer, mais dans l'urbain, de façon comment une ville est construite, forcément ça impacte sur ton fonctionnement. C'est intéressant par exemple de voir dans un pays à un autre, quand il y a un espace vert, par exemple une savane, de regarder les gens et de voir que parfois, ils vont faire le tour. Ils ne vont pas rentrer justement dans la savane. Ou alors, il y a des chemins qui sont tracés, ils vont suivre le chemin. Et puis, tu en as d'autres qui vont tout traverser, tout chambouler, etc., etc. La façon, ce sont des choses qui sont pensées. On pense que ce n'est pas pensé, mais justement, il y a justement ce qu'on appelle de l'urbanisme qui est fait justement pour moduler le schéma de pensée du peuple qui vit dans cette ville-là. Et justement, nos ancêtres, qui soient amérindiens, autochtones du continent américain dit Tarana, ou alors les populations qui vivent sur le continent africain, avaient une façon de penser justement l'urbanisme, où au centre justement c'est un marché, où chez justement les Taïno Kalinago, c'est un carbet, d'accord, carbet ouvert, où tout le monde peut se réunir justement à des moments de rencontre. Et ensuite tout autour, en cercle, justement, concentrique, qui ensuite va grossir, qui fait une sorte de spirale. La spirale qu'on connaît justement, la spirale de Mad ou la spirale qu'on voit sur les carapaces des coquilles Saint-Jacques ou quoi que ce soit, ben voilà, ils ont fait en sorte que le modèle qu'ils ont vu dans la nature, ils le répliquent. Donc ils partent justement de ce marché, cet endroit justement de communauté, et ensuite ils construisent tout en cercle concentrique autour. Donc, et forcément, ça implique un changement dans sa façon d'interagir avec ce milieu-là. Donc c'est un écosystème, donc tout est lié. Enfin, en tout cas, tout est censé être lié, en tout cas. Ok. Et c'est fort. Hein. Ah ouais, ça y est, je crois que j'ai trouvé ma voie. Justement, j'aimerais une petite parenthèse du côté le domaine politique. Comment un designer social est reçu dans un domaine politique? Alors, je n'ai pas une très grande expérience dans le domaine politique. Ce n'est pas non plus un domaine qui me fait... Tu vas être redouté. Vibrer. Mais pour l'instant, pour mes petites expériences avec les collectivités, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on est vraiment dans la tendance où le mot innovation, c'est le mot à la mode du moment. Après, oui, c'est assez redouté parce qu'en tant que designer, on a des attentes qui sont très très différentes
des collectivités. On a forcément un impact sur la population qui n'est pas forcément attendu par les collectivités, les politiques. Ils ont leurs objectifs et tu peux... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est très administratif et du coup, ça prend énormément de temps pour avoir un impact sur les populations, alors que nous, on y va direct. On fonce dans le tas. S'ils veulent s'occuper de la partie administrative, il n'y a pas de souci, mais nous, on n'est pas là pour ça. Donc, je dirais que c'est assez mitigé. On a une tendance quand même à nous ouvrir des portes. Après, est-ce qu'on peut aller plus loin? Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'était... Non, j'aime le métier. Je suis content. Je suis content. Ça me fait réfléchir à tellement de choses. C'est un peu... Je pense un petit peu au monde associatif, tu vois. Il y a beaucoup de personnes investies, mais je trouve que c'est souvent la même chose. Et effectivement, moi, c'est quelque chose qui me coince un petit peu dans l'envie de rentrer, par exemple, dans le monde associatif, parce que j'ai l'impression qu'on fait tous la même chose. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule façon de fonctionner. Ou on nous a fait croire qu'il n'y a qu'une seule façon de fonctionner. Et si on change de couleur, si on change de lieu, si on parle du scolaire, on parle, par exemple, de l'école en plein air, par exemple, on respire plus, on voit dans un environnement, c'est peut-être beaucoup plus inspirant, etc. Donc tu fais partie de ce chantier-là, de ce travail d'éveil, en fait. Oui. Merci. Non, mais c'est super, il faut dire merci aussi. Merci aussi. Absolument. C'est super important. Hein. Oui. Ah non, mais déjà, sois fier. Merci. Ah ouais, sois fier, parce que moi, tu m'as motivé déjà. Sois fier, parce que moi, je trouve que ce rôle-là est très, très, très important. Je veux dire, c'est pas négligeable. Hein. Alors, il faut aussi aborder le fait que le système français est fondamentalement bureaucratique. Donc, il va passer par énormément de process et justement de lourdeur administrative. Donc, il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, structurellement pensé pour ne pas innover. Ouais. Il est structurellement pensé pour que tu puisses être, justement, rentrer dans ce moule-là où tu veux impliquer un changement, mais ok, tu vas faire tel processus, tu vas faire tel dossier administratif. Voilà. Donc, en tant que politicien, par exemple, quelqu'un qui est, par exemple, maire de sa commune, il a énormément de process qu'il faut qu'il suive pour pouvoir arriver à une solution. C'est pour ça, en fait, que quand on parle du fait que, ouais, mon j'avoue, il y a un coup, il y a pour dire, fait ça, mais en fait, on se rend pas compte que lui, il faut que lui, il prenne sa décision, qu'il la fasse valider par son conseiller municipal, que l'élu aille voir. Un cheminement déjà établi, ouais. Et que même des fois, tu peux te retrouver, par exemple, à des conflits de personnes où le service technique, la personne du service technique est en conflit avec la personne du service des sports, donc ils vont s'éviter et... En fait, l'information ne va pas passer. Donc, ça veut dire que quand on veut innover, quand on veut être justement, par exemple, dans le design social et qu'on peut impulser des choses très rapidement, mais forcément, ce design social-là, dans le monde politique notamment, va se confronter à la bureaucratie qui va faire que, ok, d'accord, tu veux changer, ok, fais le bon commande, fais ceci. Ouais, on va te donner, tu veux des responsabilités. Voilà, il n'y a pas de souci. Apprends le langage, justement, de l'administratif, et ensuite on en reparle. Et en Martinique, c'est des choses, justement, qui sont aussi abondantes, notamment dans notre façon, par exemple, d'innover dans le monde de l'entreprise, parce qu'on est très matrixé par le fait que notre entreprise ne va pas fonctionner sur nos fonds propres, elle va fonctionner sur les subventions. Mais qui dit subvention, dit... de la paperasse. Non, remboursement, mais de la paperasse. Ouais. Et c'est là où justement on se rend compte que d'autres ont compris et justement anticipent et ont des bureaux d'études qui sont spécialisés pour faire justement cette paperasse-là, pour correspondre à ce modèle bureaucratique. Mais nous, justement, en tant que Martiniquais, qui subissons déjà ce modèle-là, si on veut innover, on se confronte à ça. C'est pour ça que ce sont deux mondes qui sont réconciliables, certes, mais il faut passer par cette étape d'analyse de l'existant. L'analyse de l'existant, c'est que la bureaucratie, telle qu'elle est là, va faire qu'on va peut-être avancer, mais ça va forcément prendre beaucoup plus de temps que si on a beaucoup moins de process, en fait, ce qui fait que on peut effectivement aller tester, comme on l'a dit. Ne serait-ce que ça, en fait. Mais le test, dans justement le monde de l'entreprise ou dans la fonction publique, ça va être très compliqué de pouvoir le matérialiser. Tu voulais rajouter quelque chose Oui, c'est pour ça lui aussi, il explique bien. Je sais que lui aussi, il est clair. C'est un peu difficile de suivre. Non, je sais ça. Justement, je t'ai fait une passe parce que je ne savais pas où aller. On se complète plutôt pas mal. Et c'est pour ça que, du coup, je m'entends beaucoup mieux avec le monde associatif. Parce que, en fait, on sait très bien que pour les associations qui essayent d'être très...
accentuer, d'être axés sur les sujets patrimoine culturel et compagnie. En fait, ils sont en recherche d'intervenants de projets créatifs. Et qu'en fait, eux, ils gèrent justement toute cette partie administrative, demande de subventions et tout ça. Et ils sont en demande de projets pour pouvoir réaliser des choses avec ces subventions. Et c'est là où en fait ça fonctionne bien et où en fait ça fait la passerelle entre le monde politique, les collectivités et les personnes proposant des projets innovants. C'est qu'il y a ce monde associatif qui, pas forcément bénévole, mais en tous les cas qui se propose pour gérer tout ce que beaucoup de personnes ont du mal à appréhender et ne souhaitent pas accorder du temps en tous les cas pour proposer des choses totalement nouvelles. Tu te rends compte que ton métier est nécessaire dans tous les domaines? Oui. J'arrive. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir d'autres collègues. Ton futur collègue. Très bien. Non, mais c'est une clé. C'est même pas une clé, c'est quelque chose de super important. Désolé, vous me regardez avec un petit temps mort, mais j'apprends comme vous-même. J'apprends comme vous-même. Non, c'est très, très, très intéressant. Donc j'ai une famille, etc. J'ai une famille, on a des difficultés. Tu nous as expliqué au début que ton rôle, c'est vraiment de discuter avec tout le monde. Non, tu discutes pas forcément avec tout le monde, tu discutes avec la personne qui t'a appelé. Oui, en premier lieu, je discute avec la personne qui m'a appelé pour comprendre sa demande, sa problématique. Tu ne avec une psy par hasard? Alors, si, souvent. En plus, c'est un sujet qui m'intéresse, donc voilà. C'est lié au métier? Ça peut être lié. On peut lui donner plus ou moins d'importance. Okay. Moi, j'aimerais bien lui donner une certaine importance, puisque je crois qu'en Martinique, c'est très demandé, c'est nécessaire. Après, l'écoute, c'est quelque chose de... Voilà, l'écoute, et puis c'est vraiment dans ces moments où on arrive à trouver des traumatismes, des blessures, où en fait on se rend compte que la problématique, elle n'est pas si extérieure que ça. Elle n'est pas uniquement liée à l'autre, elle n'est pas uniquement liée à un problème d'emploi du temps, elle est beaucoup plus profonde que ça. Donc oui, il y a ça, il y a discuter avec les personnes qui m'appellent pour voir leurs problématiques, confronter leurs problématiques avec les autres intervenants de la situation et voir comment on peut évoluer ensemble. Ok. Sans indiscrétion, si je te demande est-ce que c'est indiscret de te demander ton cursus scolaire? Non, bien évidemment que non. Comment on fait pour devenir designer social? Alors, on y va au pif. Non, c'est pas vrai. Je vais y aller. En tous les cas, moi, c'est un petit peu comme ça que j'ai fonctionné. Après le bac en Martinique, où j'avais fait un bac littéraire, option et spécialité art, c'est très important parce que je ne voulais pas aller en L pour faire des matières littéraires. Je note ça, c'est pour que je comprenne bien. Donc, tu as dit bac littéraire art. Bac littéraire art. Ok. Et après, tout de suite, je savais que je voulais faire des études créatives, en tous les cas. Je me suis lancée donc ensuite dans une licence art et design. Et ensuite, je me suis spécialisée en design, puis en objet. Attends. Licence art et design? Licence art et design. Il y a des replays, c'est vrai. Oui, c'est des replays. Puis design. Puis j'ai pris une option, j'ai pris une spécification, une spécialité. C'est dans la boîte, c'est un carreau ou plus valorisant la culture locale, les matériaux locaux liés à des savoir-faire d'une région. Donc une fois que je suis sortie de là avec ma licence qui était professionnalisante, je pouvais directement me lancer dans une entreprise. Ce que j'ai fait à ma façon, au lieu de devenir salarié, j'ai créé mon entreprise. Et en fait, en commençant les petits projets, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. Créer des objets, valoriser la culture, c'était génial. Prendre en compte les problématiques d'un territoire pour valoriser cette culture, c'était cool. Mais voilà, je ne fais pas de l'artisanat, ça ne me fait pas vibrer et j'ai besoin d'autre chose. Pendant très longtemps, j'avais été bénévole et j'avais travaillé dans des associations et je trouvais qu'en fait, c'était ce qui me manquait. Les interactions, les problématiques de la société. Voilà, comment je pourrais lier ce monde social et la créativité avec mon diplôme. Donc, je me suis lancée dans un master Design, Innovation, Société, ou qu'on peut appeler Master Design Social. Et voilà comment je suis arrivée là. En tout cas, quand tu étais autres comprennent que ça t'est facile. C'est pas comme ça. Non, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Et bon, je pense qu'il y a des parents qui vont dire viens regarder l'émission là. Viens, toi qui sais pas ce que tu veux faire, viens regarder l'émission. Ulrich, au début, je t'ai dit, moi j'étais parti à côté. Il nous reste quelques minutes, c'est pour ça. Est-ce que j'étais dans le vrai?
Enfin, quand j'ai cherché, hein. Après avoir cherché, est-ce que je me suis bien débrouillé ou pas? Oui, ça va. Tu m'as fait peur au départ, mais ça va. Non, tu as peur, mais moi, je suis là pour te faire peur. Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à ce métier designer social? Oui, du coup... un message à faire passer. Le message à faire passer, ouais. c'est que ce sont des cursus qui devraient être prodigués justement en Martinique. Je confirme. Et promulgués pour faire comprendre justement que il faut sortir en fait de ces habitudes justement. Hein. Du coup, il y a ces facs de droit ici, facs littéraires, enfin bref. Oui, voilà. Tu peux le dire. Voilà. Donc justement que ce dinosaure qui est le campus justement puisse prendre en compte le fait qu'on a besoin d'innovation. D'accord. Donc à partir de là, on a besoin de cursus qui nous permettent justement de découvrir et d'en faire justement son métier. Pas forcément d'ailleurs d'en faire son métier, mais ne serait-ce que, comme on le dit d'ailleurs, c'est l'idée d'ailleurs de l'université, c'est d'y aller et d'avoir en fait des connaissances qui vont nous permettre déjà de s'épanouir en fait, tout simplement. Et ensuite, peut-être que ça peut amener à un métier ou pas. D'accord. Ça nous permet justement de nous réadapter. Donc oui, le message à faire passer, c'est il faut prendre en compte le fait que l'innovation, il faut qu'on puisse la centraliser sur la Martinique, donc que ces formations-là soient dispensées ici et qu'on puisse expérimenter à travers des métiers ces choses-là ici. Et pas que nos forces justement puissent partir. Tant mieux que par exemple Joanne soit revenue, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Merci Joanne pour ton retour. Il y en a plein d'autres qui sont certainement à l'extérieur du territoire et qui ne peuvent pas justement parce qu'ils ont dû partir et que voilà. Ou qui peuvent trouver des opportunités ailleurs, donc finalement c'est nous les perdants dans l'histoire. Toujours. Et puis revenir en Martinique, c'est un coût. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on... Tu peux le dire aussi fort. Alors, revenir en Martinique, c'est un coût, voilà. Parce que du coup, on s'habitue au rythme de vie et à la vie un petit peu beaucoup moins chère en France, déjà. Et alors oui, on souhaite énormément que les jeunes reviennent en Martinique, mais comment ? C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je n'ai pas l'aide de mes parents pour avoir notamment un logement, s'ils ne m'avaient pas accompagnée pour avoir une stabilité financière quelques mois, aujourd'hui, je pense que je serais toujours en France à peut-être travailler dans un autre métier très différent pour en fait pouvoir subvenir à mes besoins. Rentrer en Martinique, c'est avoir un logement, avoir un moyen de déplacement parce que ça, c'est vraiment très important. Et aussi avoir des contrats, des endroits où en fait on nous laisse rentrer pour pouvoir travailler. Je le dis sans problème, j'ai 25 ans, j'ai une entreprise qui aura bientôt 3 ans. Je suis designer social qui est totalement inédit en Martinique. Mais qui je suis en Martinique ? Personne. Aujourd'hui, tu es quelqu'un, je te le garantis. Je suis Joanne Léona, quand même. On va pas. Voilà. Mais pour les entreprises, pour les personnes qui vont me tendre la main pour pouvoir me laisser venir totalement leur proposer quelque chose d'innovant et nouveau, je suis personne. Personne. C'est très difficile de créer un lien, de créer une confiance pour pouvoir intervenir avec tout le monde. Endroit. Tu es sur Zouk TV, tu es à Papa Génité. Comment on peut te contacter, s'il te plaît ? Alors, sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, Ravina Ladé. Okay. LinkedIn, Joanne Léonin. Je peux donner mon numéro... Non, je ne vais pas donner mon numéro de téléphone parce qu'il va changer bientôt, donc ça ne sert à rien. Mais par mail, professionnel, jl.ravinaladé@gmail.com. Il y a des replays. En tout cas, c'était un pur plaisir. Hein. Merci Ulrich, merci Joanne. C'était super enrichissant. J'ai grandi, je vous l'avais dit. Hein. J'allais grandir. Hein. C'est très important. On se voit bientôt en tant que futur collègue. Ok. Les amis, vous savez déjà où vous êtes. Bienvenue chez Papa Génité. Bonne soirée tout le monde. Il joue à besoin en papa au tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. Manque un wall moins, les mots ou négligé wall ou les passer pour nous, mais l'esprit typolo mon tête tout. Toujours pas répéter tourner vos stations. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion.